Et de pourquoi, à mon sens, il y a encore quelque chose de très désirable à défendre sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pour brosser un tableau un petit peu rapide, j'imagine que la plupart d'entre vous le savent, mais c'est le coup de revenir un petit peu sur des éléments chronologiques. C'est une lutte, la lutte contre le projet d'aéroport, elle a commencé dans les années 70, à l'époque où Nantes voulait se doter d'un énorme aéroport international de pistes pour pouvoir y faire atterrir le Concorde. Bon, comme les derniers atterrissages de Concorde se sont plutôt mal passés, ils ont renoncé au projet là-dessus. Le projet a été enterré assez rapidement et il a été sorti des cartons au début des années 2000 par la gauche, avec Jean-Marc Ayrault qui était maire de Nantes, qui poussait très fort à ce que ce projet aboutisse, parce qu'il voulait que sa métropole à lui soit plus grosse que la métropole voisine de Rennes. Et dès les années 70, il y avait un collectif de paysans qui vivaient sur place, qui s'était monté pour lutter contre le projet. En 2000, il y a une association citoyenne qui s'appelle la CIPA, qui se monte et qui très vite a des centaines puis des milliers d'adhérents et qui met en place toutes les barricades de papier possibles et imaginables, interpellation des élus, travail au moment des enquêtes publiques, et qui se rendent compte petit à petit que tout ça ne suffit pas, et des habitants sur place forment un petit collectif qui s'appelle le collectif des habitants, habitantes qui résistent, donc sans doute des habitantes un petit peu plus situées et anarches que la moyenne de gens à la campagne. Et eux vont lancer en 2008-2009 un appel à venir occuper la zone en disant une zone ne se défend que si elle est habitée, et si vous nous laissez seuls avec l'État qui continue à exproprier petit à petit nos voisins et nos voisines, on va finir peut-être un jour, nous aussi, par céder, par laisser le territoire aux aménageurs. Et donc de cet appel naît le mouvement d'occupation, et des gens viennent, notamment après un camp Action Climat qui a eu sur place en 2009, ils viennent occuper physiquement des maisons qui ont été laissées abandonnées, puisque depuis le début de la zone d'aménagement différé, la fameuse ZAD, en 1974, il y a l'État, via le Conseil général, fait préemption sur toutes les terres. Donc rachète toutes les maisons, rachète tout ce qu'il peut pour faire en sorte que le territoire se désertifie. Soit dit en passant, cette logique urbanistique va protéger la zone, puisqu'elle va échapper à tous les remembrements en France. Et donc on regardait ce paysage de bocage, ce qui donne encore plus de sens à défendre ce territoire. Et donc les gens commencent à s'installer en 2009, occuper des maisons, construire des cabanes à droite à gauche. On imagine déjà quels pourraient être les plans d'attaque des aménageurs, et donc des gens construisent des cabanes sur le tracé d'un futur barreau routier qui serait une espèce de grosse 4 voies qui relierait les deux axes principaux de la région, qui sont l'axe Nantes-Saint-Nazaire d'un côté et Nantes-Rennes de l'autre, qui serait en gros le premier élément de construction avant l'aéroport, puisque ça permet d'amener des grosses machines sur le terrain. Et donc petit à petit, les gens s'installent, jusqu'à ce que le gouvernement réalise qu'il y a une centaine de personnes qui ont décidé de vivre sans foi ni loi. Emmanuel Valls, très inquiet, dit qu'on ne peut pas laisser un kyste s'enraciner dans la République. Et donc, un nouveau gouvernement de gauche, c'est marrant comment la gauche en a après le projet émancipateur, c'est tout quand même. Heureusement, on n'est plus gouverné par la gauche du tout aujourd'hui, ça va mieux. Et donc, en octobre 2012, le 16 octobre 2012, l'opération César commence. Au pays d'Astérix, c'était quand même extraordinairement bien trouvé comme nom pour une opération militaire. Et c'est là qu'il se construit quelque chose d'assez beau, dans le sens où la poignée de squatteurs et de squatteuses qu'on est sur place, on a une culture du squat, et quand tu es squatteur, tu es habitué à t'en prendre plein la gueule, à te faire expulser tous les 6 mois, donc on imagine qu'en 2-3 jours, l'affaire sera réglée, qu'on va être obligé de vivre dans le quechua dégueulasse, dans la boue, pour pouvoir revenir, et puis pas du tout. En fait, l'opération César s'embourbe très vite, face à la résistance déterminée évidemment des gens qui vivent sur place, qui construisent des barricades, qui se défendent à coups de peinture, de cocktails incendiaires et de cailloux, mais aussi parce qu'il y a un soutien massif qui grandit tous les jours, des gens qui viennent de partout en France sur le terrain, mettent leur corps en jeu, des comités de soutien qui se montent et des actions partout, des choses incroyables qui se montent. Il y a des gens qui vont occuper l'aéroport à Ajaccio, je ne savais même pas que les gens encore avaient déjà entendu parler de nous, des choses très belles qui se font un petit peu partout. Et puis cette opération César, finalement, elle fait que des gens ils se rendent bien compte qu'ils ne vont pas réussir à progresser.
Et donc, après un mois d'affrontement extrêmement violent, l'opération cesse et le gouvernement met en place un processus de médiation. En gros, c'est expliquer aux cons et aux mal comprenants l'utilité indispensable d'un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Bref, reste quelques gendarmes sur le carrefour de la Saulce entre mi-novembre et mi-2013, ce qui donnera lieu à quelques brefs de carrefour. C'est-à-dire que quand on s'ennuie le soir, entre amis, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les faire chier au carrefour. Donc, plein de formes extrêmement imaginatives de manière d'aller faire chier des gendarmes quand vous les avez à disposition à un endroit fixe. Voilà. Et de 2013 jusqu'à avril dernier, on a vécu sur cette zone sans flics, sans juges, sans hôpitaux psychiatriques. Et c'est pas facile tous les jours, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas le pays merveilleux des bisounours, mais en fait on avait quand même cette impression, on a encore l'impression d'avoir nos vies en main, de ne pas laisser des aménageurs décider à notre place, de ne pas laisser la publicité nous envahir, de ne pas laisser la police contrôler les quartiers et contrôler les gens et empêcher les gens d'être ce qu'ils ont et de construire là où ils veulent. Et on a vécu dans une société complètement sans normes. C'est ce qu'on a encore envie de faire. Voilà. Qui s'est construit pendant ces années-là est quelque chose de très beau et qu'on a envie de défendre. C'est une lutte qui est, à mon sens, extrêmement originale. C'est-à-dire une lutte qui n'est pas une lutte corporatiste, c'est pas une lutte syndicale, c'est pas une lutte où les gens défendent quelque chose qui leur est propre, et c'est surtout pas une lutte où les gens sont d'un même profil. C'est pas une lutte étudiante, c'est pas une lutte ouvrière, c'est une lutte où des gens vont se rencontrer. En 2012, pendant l'opération César, le gouvernement avait essayé de jouer la distinction entre les méchants anarchistes d'un côté et puis les gentils paysans de l'autre. Et puis en fait, ça n'a pas du tout marché parce qu'évidemment les méchants anarchistes s'étaient fait paysans et que pas mal les paysans et paysannes s'étaient fait squatteurs et squatteuses, donc c'était un petit peu le bordel à la fin pour faire le tri. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement déteste. Vous voyez, le gouvernement, c'est quelque chose qui a besoin d'une vision très très binaire du monde, quoi. Et ce qu'on a construit, c'est justement cette volonté de casser cette binarité, de casser cette réflexion manichéenne, cette vision manichéenne du monde, quoi. Et pendant ces années, il y a eu des rencontres improbables. Il y a des gens qui étaient militants d'attaque et qui prenaient la non-violence, qui se retrouvent à dire qu'en fait, quand on est sur un territoire et qu'on se fait attaquer par des gendarmes, balancer des cocktails Molotov dans la tronche des gens qui viennent t'agresser chez toi, c'est une forme de non-violence appliquée de manière souple, étonnante, mais défendable. On s'est retrouvé avec des écolos qui se retrouvaient derrière des barricades à défendre avec des black blocs. On s'est retrouvé avec des paysans qui se rendaient compte que en fait, l'antispécisme, c'était des questions qui aussi pouvaient soulever autre chose que du mépris. Des paysans qui sont, du coup, face à ces questionnements-là, ils se sont mis à faire pousser des légumineuses. Des groupes de nanas qui se sont mis en non-mixité à semer des champs. Et plein de choses qui se sont construites. Et depuis 2015, déjà, se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire après l'abandon du projet d'aéroport? Parce qu'on sentait bien qu'on allait gagner, quoi. On sentait bien aussi que ça allait être beaucoup moins drôle après l'abandon du projet d'aéroport, que ce serait sans doute moins désirable ce qu'on allait vivre que dans cette période fantastique, en fait, où tout était permis, quoi. Où on pouvait faire absolument ce qu'on voulait et que... On a vécu des moments tellement beaux où les gens étaient poursuivis en voiture par la police parce qu'ils avaient refusé un contrôle d'identité, qu'ils étaient partis à toute trompe et qu'en fait, quand ils arrivaient aux frontières imaginaires de la ZAD, les flics s'arrêtaient et faisaient demi-tour. On a vécu des moments où des voisins qui n'avaient rien à voir avec la ZAD voient une expulsion locative, nous appellent, que des gens viennent de la ZAD en voiture, détruisent la vitre de la voiture de gendarme qui est en train de procéder aux expulsions, mettent une fusée incendiaire à l'intérieur, la voiture part en flammes. Et les gens s'enfuient, et tout ce que trouve à dire le colonel en chef responsable de la gendarmerie sur la ZAD, parce que ça aurait créé plus de troubles à l'ordre public que ça n'en aurait réglé. C'est ça qu'on a vécu pendant des années. Et puis après, il y a eu Macron. Voilà, Macron, le libéralisme, la réelle politique, et donc le 17 janvier, vous le savez sans doute, il a annoncé d'un même élan, par la voix de son pantin, le Premier ministre, l'abandon du projet d'aéroport, et le fait qu'il laissait à 100 lieux d'habitation illégaux identifiés la trêve d'hiver, c'est-à-dire jusqu'à fin mars pour qu'on puisse faire nos bagages et rentrer chez nous, quoi. Ce qui est évidemment une vue de l'esprit, puisque pour beaucoup on vit là depuis des années. Quel autre chez nous on pourrait avoir que celui qu'on défend contre un projet unique depuis autant de temps? C'est impossible. Et tout le monde est resté, effectivement, quoi. Et il disait, il faut que tout le monde se légalise. Et on sentait bien, parce que quand depuis 2015 on réfléchissait à c'est quoi, ça serait quoi un avenir un peu enviable pour la zone à défendre,
on avait imaginé collectivement un projet qu'on avait mis 1 an et demi à discuter entre toutes les composantes du mouvement anti-aéroport, les naturalistes, les paysans, les associations, les occupants, et qui disait en fait, tous les gens qui ont participé à cette lutte ont vocation à rester. Et les terres libérées par la lutte, les 1600 hectares qui étaient voués à la destruction et qu'on aura sauvés, elles devront être gérées par une entité issue du mouvement anti-aéroport. On se rendait bien compte que dans cette formule un peu vague, ça nécessiterait à un moment donné d'aller négocier les formes de maintien légal avec l'État. Donc on avait déjà quelques pistes. Et quand l'État nous laisse cet ultimatum du 31 mars, on lui soumet fin mars un projet de convention d'occupation précaire collective. Bon, la réponse de l'État, vous la connaissez, c'est le 9 avril, une opération militaire comme on n'en a jamais vu en France depuis 1968, avec 2500 gendarmes, hélicoptères, des drones et des blindés. Voilà. J'insiste sur le blindé parce que c'est quand même un petit peu ce qui fait la différence entre une opération de police et une opération militaire, et qu'en fait on se marre beaucoup moins quand on est face à des blindés, vraiment. Surtout quand les blindés ont une fâcheuse tendance à tirer à des cadences infernales, genre une toutes les 3-4 secondes, des grenades de désencerclement. Oui, ces grenades que les flics sont censés lancer quand ils sont complètement menacés par la foule qui les encercle. Des encerclements, il y a... Et donc ils ont tiré en 11 000 grenades pendant la première semaine d'opération, détruit 30-40 lieux, et clairement il y avait cette volonté de dire en fait on va anéantir tout projet collectif sur la DAD. Clairement c'était ça, il n'y avait pas de sens autre que ça, puisque de toute manière on est là, on est encore là, et on sera encore là demain et dans les années à venir. Mais c'était vraiment une volonté politique d'un ultra-libéral de dire en fait vos projets collectifs, je leur chie dessus, ils l'ont dit très clairement, on ne veut pas de deuxième Larzac. On leur a dit on est prêt à racheter les terres, on est prêt à prendre des baux, dites-nous ce que vous voulez, dites-nous quelle forme vous voulez qu'on donne à cette légalisation auquel vous aspirez tant, et nous on arrivera à faire encore du beau, du rêve et du collectif autour de ça. Bref, au bout de 4 jours d'expulsion, on est comme en 2012 dans une situation où les renforts affluent, les actions de soutien se multiplient, on a quand même compté pendant 120 manifestations de soutien partout en France. Et là, le gouvernement jupitérien annonce que, finalement, en fait, vous avez 10 jours de plus, si vous voulez, pour faire des fiches. Et comme ils pensent qu'on sait venir les réécrire, ils nous font des fiches simplifiées. Il faut juste mettre ton nom, ton prénom et un projet un petit peu vague. Et puis après, c'est promis, ils verront plus tard à quoi ça ressemble. Mais c'est pas grave, ce qu'ils veulent, c'est des noms, tu vois. Bon, des noms, ils en avaient plein, puisqu'en fait, dans nos projets collectifs, on les portait à travers des associations. Et puis les associations, il y a des noms. Mais ça, c'est pas grave pour eux. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait rien de collectif, que tout parte de l'individu, de l'individuel, de l'individu atomisé, quoi. Nous, on leur a dit, mais vous vous rendez bien compte qu'à partir de projets individuels, on va reconstruire un projet collectif et que ça sera exactement la même chose. Et là, la préfète de dire, mais oui, bien sûr, je me rends bien compte. Faites donc vos projets individuels et vous ferez votre projet collectif derrière, comme ça tout le monde sera content, Macron, moi... Bon, sauf nous, puisque nous, on s'est fait quand même détruire 30 lieux, 40 lieux, il y a eu plus de 300 blessés pendant la première semaine. Bon, néanmoins, on fait ce pari-là, qui est un pari très dur à faire. Vous voyez, quand on est une bande d'anarchistes, et qu'on a vécu dans une zone de non-droit et qu'on a aimé ça, c'est pas quelque chose d'hyper intuitif de se dire, en fait, on va négocier avec l'État qui vient de nous tendre la main d'une manière aussi violente, quoi. Et donc, on signe des fiches, quand même. On signe des fiches, on s'engueule beaucoup sur ce processus-là, mais malgré tout, on arrive à signer... à mettre en place une trentaine de projets agricoles, plus des projets artisanaux, des projets culturels. La préfecture nous dit, non mais attendez, c'est une zone agricole, on peut étudier que des projets agricoles. Comme si à Notre-Dame-des-Landes, ça serait le seul coin de campagne au monde où ne vivraient que des paysans et des paysannes. Au bout de 3 semaines, quand même, la préfète a dit, non mais effectivement, peut-être qu'on pourrait y avoir d'autres projets, par exemple une bibliothèque, puisque même à la campagne, les gens aiment bien lire. Vous voyez le mépris, quoi, de ces gens-là pour les gens qui vivent vraiment, quoi, qui ne sont pas morts dans les bureaux. En tout cas, ces projets agricoles, ça a été un déchirement sur la zone. C'est des engueulades en plus finir, c'est des gens qui s'insultent, c'est des gens qui se traitent de légalistes. Et pour le coup, la manière que l'État a cherché à nous diviser, puisque la division entre paysans et occupants n'avait pas fonctionné, elle a cherché à diviser en créant une distinction imaginaire entre des bons et des méchants zadistes. Et moi qui vis sur le terrain, je peux vous le dire, il n'y a pas de bons et de méchants zadistes. Il n'y a pas des méchants zadistes qui refusent tout et puis des bons zadistes qui rêvent que s'intégrer. Tout le monde déteste le système capitaliste. Simplement, on a des analyses différentes du rapport de force. Et qu'on a constaté que, bon gré mal gré, face à 2500 gendarmes et 4 à 6 blindés par jour, on n'arrivait pas à résister par la force, que nos cocktails ne faisaient
faisait pas sens, que nos barricades ne tenaient pas, et donc on s'est dit à un moment donné, on va créer un groupe d'autodéfense juridique, et on va faire le dos rond, on va signer les papiers, on va faire en sorte que cette opération militaire cesse, et qu'on puisse reprendre nos vies. Malgré tout, malgré ces papiers signés, l'opération militaire a repris mi-mai pour détruire des lieux qui avaient fait le choix de ne pas rentrer dans ce processus de légalisation, des gens qui, pour des raisons qui leur sont propres, n'avaient pas forcément la même analyse du rapport de force, ou qui disaient qu'en fait, ils préféraient voir détruire le lieu où ils habitaient plutôt que de négocier quoi que ce soit avec l'État qui les avait tellement violentés ces dernières semaines. Et moi, c'est un choix sur lequel je ne vais pas revenir, que je n'ai pas défendu, mais que je ne vais pas non plus critiquer aujourd'hui, c'est pas le propos. Ces lieux, ils ont été détruits, ça a été encore énormément de violence la semaine passée. Aujourd'hui, la semaine dernière, ces derniers temps, l'opération militaire, elle a continué. Et malgré tout ce que peut dire le gouvernement de succès de cette opération, il y a encore des gens qui résistent physiquement sur le terrain, il y a encore des gens qui continuent à construire des barricades. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'effectivement, la division, elle est très très forte sur la ZAD, il y a beaucoup de lieux qui ont été détruits, il y a quasiment tout l'est de la route de Chicago, les cabanes les plus sauvages qui ont été détruites, annihilées. Il y avait une volonté vraiment de détruire, vous voyez, genre raser une maison et en même temps emporter les moindres pierres, les moindres traces de l'existence de cette maison, comme une manière de vouloir nier l'existence de ce qui a été une zone de résistance. Moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'on va réussir à panser nos blessures, que la légalisation, qui est uniquement la légalisation du foncier, elle va nous permettre de continuer à entretenir cette zone, qui est une zone de résistance au monde marchand. Et il y a encore plein de choses très belles qui peuvent naître de la ZAD, de cette zone, de cette force matérielle qu'on a réussi à constituer là-bas depuis des années. Il y a plein de rencontres très très belles qui se sont faites ces derniers temps, notamment avec le monde syndical, avec des choses très étonnantes comme des rencontres avec la CGT Vinci, où les responsables de la CGT Vinci à l'échelle nationale, d'ailleurs grâce aux camarades du collectif de soutien d'Île-de-France qui sont allés les houspiller chez eux, eux sont venus sur la ZAD, ont vu ce qu'on vivait là-bas et ont finalement pris position très clairement contre l'aéroport. Ils ont dit nous ne serons pas des mercenaires, nous n'irons pas construire cet aéroport. Et maintenant, quand les gens qui sont en lutte syndicale à l'aéroport à Bouguenais, qui est l'aéroport de Nantes, qui va rester là, l'aéroport de Nantes, quand ils sont en bisbille avec leur direction, ils appellent les zadistes pour avoir du soutien. Et tout ce qu'on construit aujourd'hui, ça participe aujourd'hui à des réseaux de ravitaillement. Il y a des gens qui sont allés soutenir des piquets de grève pendant les luttes de ces dernières années, et ça crée des liens très très beaux. Il y a aussi pas mal de la production qui permet de nourrir des squats de migrants à Nantes en ce moment même, ou des cantines populaires à Rennes. Et c'est ce qu'on a envie pour le futur de la ZAD, c'est que quel que soit le statut légal de la terre, ça soit une zone de résistance, ça soit une zone où on puisse organiser des rencontres, où on puisse continuer à comploter, où on puisse imaginer ce que seraient des communes libres, dégagées du pouvoir de l'État, et que ces communes libres, elles puissent se fédérer et puis un jour participer à des processus révolutionnaires bien plus larges que ce qu'on porte nous tout petites sur la table. Merci.